Merci, Monsieur le Président. À mon tour de remercier donc Lama Forcal de me permettre justement d'échanger avec l'assistance par rapport à une thématique justement qui prend de plus en plus, je dirais, de l'ampleur dans beaucoup de pathologies et des pathologies bien sûr qui ont lien avec cette dysbiose et ce microbiote intestinal. Je pense que tout le monde est convaincu, je l'espère, de ce lien fort entre le microbiote intestinal et ses perturbations et le développement de l'allergie. Et ce développement de l'allergie qui est certes en lien avec d'autres facteurs, on va juste les rappeler rapidement, mais certainement la dysbiose ou le microbiote intestinal reste quand même au cœur de ce développement de ces maladies allergiques. Alors pour ma part, je vais essayer quand même, après un petit rappel sur l'essentiel de ce qui a été rappelé par mon ami Dr Mouna Sabib, je vais essayer un petit peu de parler plutôt de la modulation de ce microbiote et comment on peut justement impacter ces maladies allergiques dans les deux volets, le volet préventif, parce qu'on pourrait aussi, comme on vient de le voir, moduler ce microbiote avant même l'installation des maladies allergiques. Et puis chez les enfants qui ont déjà déclaré des allergies, comment peut-être essayer de les guérir, ou au moins atténuer les manifestations de cette allergie. Alors voilà un petit peu quelques objectifs que j'ai assignés à cette présentation. On va essayer de décrire l'implication, mais rapidement, l'implication du microbiote dans la genèse de l'allergie. On va parler un petit peu des modalités de modulation de ce microbiote à des fins thérapeutiques, d'analyser quelques études cliniques, notamment récentes, sur l'effet de la modulation du microbiote sur les symptômes allergiques, et puis discuter tout particulièrement la place des probiotiques, prébiotiques et leur mécanisme d'action dans la gestion des allergies. Alors, je ne vous apprends rien si je vous dis quand même que les allergies sont devenues un problème de santé mondiale. Et puis, au cours de ces dernières décennies, la prévalence n'a pas cessé justement d'augmenter. Et l'augmentation a intéressé beaucoup plus les nourrissants, les enfants qui souffrent d'allergies alimentaires ou d'eczéma atopique. Et donc, une prévention efficace sur laquelle on va essayer quand même d'insister est devenue une priorité mondiale de santé publique. Vous le savez maintenant, la génétique ne peut expliquer à elle seule l'augmentation de la prévalence des maladies allergiques. Quand on fait de l'allergie, c'est qu'on est peut-être prédisposé à faire de l'allergie. On a des familles d'allergiques, ça vous le savez. Mais avec la génétique, il y a certainement la place, et tout particulièrement, comme cela a été quand même clarifié par la présentation précédente, il y a ce rôle de ce microbiote intestinal et ses liens forts avec l'atopie, justement chez les enfants. Professeur Mouna a rappelé le mécanisme, en tout cas par lequel le microbiote va impacter cette inflammation à l'origine, on va dire, des maladies allergiques, et le rôle tout particulièrement des acides gras à chaîne courte qui sont produits par le microbiote à partir notamment de fibres alimentaires, comme quoi l'alimentation impacte finalement ce microbiote intestinal, il peut moduler ce microbiote intestinal, et donc ce qui contribue à la protection contre l'allergie par modulation, pas uniquement au niveau intestinal, mais aussi à distance, c'est-à-dire ces acides gras à chaîne courte vont être quand même, on va les retrouver au niveau des poumons, au niveau de la peau, au niveau de différents organes, et qui vont justement essayer à chaque fois de moduler cette réponse immunitaire. Et sur ce microbiote intestinal devient, comme vous le constatez, de plus en plus une cible thérapeutique, comme j'ai rappelé, soit pour la prévention, soit pour justement l'amélioration, on va dire, des enfants allergiques. Juste pour le rappeler, les principaux facteurs qui interviennent dans la genèse, on va dire, des allergies, il y a certes des facteurs génétiques. Professeur Mouna a rappelé le mode de naissance, voix basse et voix haute, et son impact sur le développement, pas uniquement de maladies allergiques, mais beaucoup de maladies dysimmunitaires. Le rôle de l'alimentation, la qualité de la diversification alimentaire, notamment pendant les 1000 premiers jours, et puis après, l'exposition aux allergènes. Vous savez tous l'histoire de la dermatite atopique, vous savez tous que cette dermatite atopique, c'est plutôt une maladie de la peau, ce n'est pas à la base une maladie allergique, mais la peau altérée peut justement favoriser le développement d'allergies parce que justement la voie cutanée est plutôt immunogène, à la différence de la voie digestive qui est plutôt tolérogène. Et donc quand je parle de voie digestive, je parle aussi de microbiote intestinal. La consommation excessive d'antibiotiques, comme cela a été rappelé, la théorie hygiéniste, le mode d'introduction des aliments, donc la qualité finalement de cette diversification alimentaire.
Là, vous avez justement ce travail, bien que ancien, qui rappelle un petit peu la différence, en tout cas, de risque de développer de maladies allergiques ou de l'atopie entre les enfants qui vivent dans les fermes, donc en milieu, on va dire, rural, et les groupes de référence, c'est-à-dire les enfants qui vivent en milieu urbain. Et donc, vous voyez que ce soit pour l'asthme, que ce soit pour l'atopie en général, vous avez la différence qui est dans ces différentes on va dire cohortes, la différence qui est vraiment nette entre les enfants donc, qui vivent en milieu rural et ceux qui vivent en milieu urbain. Et donc, je reprends cette diapo qu'on a échangée moi-même avec le professeur Mouna Sabib, donc sur justement la qualité, on va dire, du microbiote intestinal ou de sa composition entre des enfants africains burkinabés et des enfants enfin, européens, mais italiens. Et donc, vous voyez quand même la différence entre la composition, donc dans cet entérotype dont a parlé Dr Mouna, donc entre les enfants européens et les enfants burkinabés, et qui a certes un lien avec justement l'alimentation ou la qualité d'alimentation de ces enfants. Vous avez tout particulièrement donc, dans les suites de cette étude la production qui est relativement plus importante d'acides gras à chaîne courte chez les enfants qui ont une alimentation, je dirais, beaucoup plus riche en fibres. Et on a justement mis en évidence une prédominance de certains types de bactéries qui ont la capacité d'hydrolyser ces fibres. Donc, en quoi le microbiote intestinal aussi s'adapte et il est influencé par l'alimentation des enfants. Donc, je passe. Alors, ce lien entre microbiote et allergie a été bien rappelé et avec des preuves justement par le professeur Sabib. Et donc, quand on sait que la maturation du microbiote intestinal se fait progressivement, et un microbiote sain est essentiel finalement pour le développement d'un système immunitaire qui est plutôt résistant. Et le microbiote intestinal finalement qui intervient dans cette régulation de la réponse immunitaire en retrouvant à chaque fois cet équilibre entre la voie TH1 et la voie TH2 et donc l'implication tout particulièrement des lymphocytes régulateurs dans cette modulation. Je rappelle ici juste le lien finalement entre un microbiote sain ou plutôt et un microbiote déviant, et donc finalement qu'on appelle aussi dysbiose, et un certain nombre de pathologies, notamment les pathologies immunitaires. Ça va des maladies allergiques, ça passe par les maladies, en fait, les colites inflammatoires. Il y a aussi un lien avec l'obésité, un lien avec le syndrome de l'intestin irritable. Et on voit aussi tout ce qui pourrait finalement modifier ce microbiote intestinal. On n'insiste que sur le mode le style de vie, la qualité de l'alimentation, entre alimentation occidentale et alimentation, on va dire, un peu plus traditionnelle, le rôle aussi des antibiotiques ou des médications qui pourraient finalement modifier ce microbiote intestinal et impacter par la suite le risque, on va dire, de développer un certain nombre de pathologies immunitaires. La dysbiose, on n'est pas vraiment sûr de bien la définir. Mais ce qui est le plus retenu, c'est la réduction finalement de la diversité microbienne, c'est-à-dire les enfants qui ont une dysbiose ou les adultes qui ont une dysbiose, c'est des personnes en tout cas qui ont une composition qui est relativement moins diversifiée. Et vous avez justement un certain nombre de pathologies dans lesquelles cette dysbiose a été bien démontrées, telles que les colites inflammatoires, le côlon irritable, l'obésité, le diabète, l'autisme, etc. Alors la dysbiose, ça peut être certes une réduction de la diversité microbienne, mais ça peut être aussi l'expansion de germes pathogènes ou au contraire une perte de bactéries bénéfiques, c'est-à-dire vous avez quand même plusieurs formes, on va dire, de dysbiose qu'on pourrait décrire chez les sujets concernés. Là, je rappelle justement ce lien finalement entre le microbiote et l'allergie. Les patients allergiques ont finalement un microbiote qui est différent des individus sains et ceci a été démontré effectivement par plusieurs travaux, que ce soit sur des modèles animaux ou sur des modèles, on va dire, humains. Alors, trois hypothèses qui ressortent à chaque fois sur ce lien entre microbiote et allergie. Il y a d'abord la représentativité des souches bactériennes. Il se trouve que chez les enfants allergiques, il y aurait une réduction de flore ou de germes tels que les bifidobactéries, les bactéroïdes, qui ayant un fort taux de fermentation avec une production beaucoup plus importante d'acides gras à chaîne courte. Et donc, les sujets qui vont développer de l'allergie ont une pénurie, on va dire, de ce genre de germes. Il y a aussi donc l'implication, on va dire, directe de ces acides gras à chaîne courte. Il y a aussi le lien entre
le type de bactéries qui colonisent l'intestin et les récepteurs finalement qui vont déclencher ou en cas d'hyperactivation favoriser plutôt la voie TH2 que la voie TH1. Donc vous avez quand même cette interaction entre le microbiote et les cellules immunitaires qui a été bien démontrée. Alors sur ce travail, vous avez effectivement le microbiote ici intestinal des nouveau-nés qui vont développer une allergie en quand même un certain nombre de particularités. Vous avez moins de lactobacilles, de bactéroïdes, de bifidobactéries et plus d'entérocoques et de clostridies. Donc, on voit quand même qu'il y a une différence assez nette par rapport aux enfants qui ne vont pas avoir de l'allergie. Vous avez aussi ce travail qui montre que la sévérité même de l'eczéma atopique qui serait liée à la qualité finalement du microbiote intestinal. Et vous voyez quand même cette relation inverse entre la diversité microbienne et le score justement de sévérité de la dermatite atopique, plus le microbiote est diversifié, plus le score est relativement bas. Donc on fait moins d'inflammation et donc de poussée, on va dire, moins sévère. Et ça a aussi un lien avec la production tout particulièrement de l'acide butyrique. Les enfants qui produisent plus d'acide butyrique, donc d'acide gras à chaîne courte type acide butyrique, ils font des eczémas, on va dire, beaucoup moins sévères. Là aussi, un travail qu'a rappelé Dr Mounasabi par rapport justement à ce modèle murin. Donc, vous avez des souris qui sont en fait sensibilisées à l'ovalbumine et qui font de l'asthme, d'accord. Et on a analysé un petit peu leur microbiote et tout particulièrement la production des IgE spécifiques à l'ovalbumine. Et quand on voit justement les souris qui sont dépourvues de microbiote, les germ-free, en fait, les souris qui n'ont pas de microbiote, ils produisent beaucoup justement d'IgE spécifiques vis-à-vis de l'ovalbumine, c'est-à-dire qu'ils ont une réaction inflammatoire beaucoup plus importante. Alors, comparé justement à des germes, à des souris qui ont un microbiote relativement normal. Et ces mêmes bactéries qui n'ont pas de microbiotes, qui ont été dépourvus de leur microbiote initial, quand on essaie de les recoloniser par un microbiote sain, elles arrivent quand même à réduire cette réponse immunitaire, à réduire le taux des IgE spécifiques. Comme quoi, finalement, la modulation du microbiote a un impact direct sur l'inflammation. Et donc, c'est une base justement pour le développement de la recherche en matière de modulation finalement et de son impact sur les allergies. Chose qui est aussi observable sur le nombre d'éosinophiles produits par ces souris. Alors, les germ-free qui n'ont pas de microbiote, ils produisent beaucoup d'éosinophiles, donc ils ont une réaction inflammatoire importante comparé à des souris de référence. Et quand on recolonise la transplantation, on va dire, fécale indirectement, quand on recolonise ces bactéries qui n'avaient pas initialement de microbiote, on arrive à réduire finalement cette réaction inflammatoire et cette production d'éosinophiles. Alors, beaucoup d'autres travaux qui ont essayé un petit peu de voir ou d'essayer de perturber ce microbiote intestinal, notamment par l'administration d'antibiotiques. Là aussi, sur ce modèle de souris, ce modèle murin, un traitement par vancomycine va justement accentuer la réponse TH2. Quand je dis réponse TH2, c'est-à-dire finalement réaction allergique, production d'immunoglobulines, production en tout cas d'éosinophiles. Et vous voyez que la même chose pour les souris qui sont sensibilisées à l'ovalbumine et qui ont reçu en plus de la vancomycine, ils ont un taux d'éosinophiles et un taux d'IgE spécifique qui est beaucoup plus important par rapport à des souris, on va dire, standards qui n'ont pas reçu d'antibiothérapie, même si elles sont sensibilisées à l'ovalbumine. Et justement, dans la suite justement de ce travail, vous voyez quand même la différence de la composition de microbiote quand on a une sensibilisation avec en plus l'utilisation d'antibiotiques. C'est-à-dire qu'on va perturber complètement ce microbiote intestinal et vous avez une diversité qui est beaucoup moindre que celle des bactéries, des souris de référence, c'est-à-dire qui n'ont pas reçu finalement d'antibiotiques, donc on n'a pas touché finalement à leur microbiote intestinal. La même chose, un autre travail sur des modèles de souris qui sont sensibilisés à l'arachide. Et justement, quand on va utiliser des antibiotiques, la production d'IgE vis-à-vis de l'arachide va être beaucoup plus importante, avec une diversité bactérienne qui est beaucoup moindre quand on compare justement le microbiote intestinal des souris qui ont reçu des antibiotiques par rapport à celles qui n'ont pas reçu d'antibiotiques. Donc, même si on est sensibilisé, l'importance ou la sévérité de la réaction inflammatoire serait plus importante quand on va en plus ajouter des antibiotiques.
Et donc finalement, on va perturber ce microbiote intestinal. Et vous voyez ici justement que ça passe par l'augmentation de l'IL-22 qui empêche le passage systémique de l'allergène. Donc, c'est-à-dire que chez les souris qui ont finalement reçu des antibiotiques, vous avez une production qui est relativement moindre de l'interleukine 22. Et vous voyez justement ce taux d'IgE qui est relativement beaucoup plus important quand on n'a pas quand on reçoit des antibiotiques chez des souris, donc ce modèle de sensibilisation à l'arachide, et que là aussi la recolonisation permet finalement de réduire la production d'IgE spécifiques et donc cette inflammation de type allergique. Alors, comment finalement moduler ce microbiote intestinal pour avoir un impact, que ce soit sur la prévention ou sur finalement l'atténuation, on va dire, des manifestations allergiques, voire même la guérison parfois de l'allergie. Alors, vous connaissez tous ces modulateurs de microbiote intestinal, tout particulièrement les probiotiques, mais aussi il y a les prébiotiques, il y a aussi les antibiotiques, ce qui dit antibiotiques dit justement impacter finalement ce microbiote intestinal. Et vous avez tous entendu parler de la transplantation fécale ou transplantation de microbiote fécal dans un certain nombre de pathologies qui auraient un lien avec la dysbiose. Il faut dire que, comme l'a rappelé Dr Mouna tout à l'heure, la dysbiose est-elle une cause ou conséquence de la pathologie? Ça, on n'est pas toujours sûr, mais la dysbiose, elle est là pour un certain nombre de pathologies en fait inflammatoires ou de pathologies dysimmunitaires. Et donc, on est justement impatient d'aller voir si la modulation de ce microbiote intestinal pourrait finalement impacter ces pathologies dans lesquelles on va retrouver cette dysbiose, que la dysbiose soit cause ou conséquence de ces pathologies. Alors, donc, finalement, quand on parle de modalité de modulation de microbiote intestinal, ça peut être justement une destruction de ce microbiote pour espérer voir régénérer ce microbiote intestinal, donc l'utilisation éventuellement d'antibiotiques ou de bactériophages. Ça peut être aussi la restauration par l'instillation de probiotiques ou de prébiotiques, donc finalement les nutriments qui favoriseraient le développement de la bonne flore intestinale, ou cette transplantation fécale pour lesquelles on ne va pas parler pour ce qui est de l'allergie, parce que je n'ai pas finalement trouvé de travaux qui utilisent la transplantation fécale pour modifier les manifestations allergiques. Alors, je le rappelle rapidement, c'est quoi les probiotiques? Donc, ce sont ces micro-organismes vivants qui sont capables de survivre à l'acidité gastrique, ne pas être digérés bien sûr dans l'intestin grêle, qui favorise la fermentation sélective de bactéries saprophytes, qui stimule la croissance de bifidobactéries, qui stimule la motilité intestinale, la réabsorption. Donc vous avez quand même un certain nombre de caractéristiques fonctionnelles de ces micro-organismes. Alors ces probiotiques interviennent dans l'immunité en général par différents mécanismes. Elle, justement, favorise la production tout particulièrement des acides gras à chaîne courte. Ils ont un effet anti-inflammatoire, augmente le nombre de T, les lymphocytes T régulateurs et de l'IL-10 de TGF-bêta, donc qui ont un rôle de modulation aussi de l'inflammation. Elle augmente la production des IgA sécrétoires. Ils ont un effet justement sur la barrière intestinale, diminuent la translocation bactériennes, réduisent un petit peu la production de TH2 et donc la voie finalement de l'allergie ou la voie de l'inflammation. Les prébiotiques, c'est des nutriments finalement, ils ont été découverts pour leur activité bénéfique sur les bactéries de genre Bifidobacterium, donc déjà dans les années 50, et ceci de plus en plus d'intérêt dans le monde scientifique, pour les industriels, quand on voit justement des laits, par exemple, infantiles qui sont supplémentés par les prébiotiques. C'est des acteurs majeurs de la modulation aussi des microbiotes et ils ont un intérêt dès le jeune âge. Il s'agit effectivement de substrats sélectivement utilisés par les micro-organismes de l'hôte et qui confèrent un bénéfice pour la santé. C'est un petit peu la définition, si vous voulez, de ces prébiotiques. Ils agissent finalement par la fermentation avec production de composants de métabolites qui sont bénéfiques là aussi pour la santé.
Elle existe de nombreux composés. Vous avez tous entendu parler de FOS et de GOS, les fructo-oligosaccharides, les galacto-oligosaccharides. Ils sont présents naturellement dans des plantes, des fruits, des légumes, comme quoi la qualité aussi de l'alimentation peut impacter la qualité finalement de ce microbiote intestinal. Certes, le lait maternel pour le nourrisson reste la référence en matière justement de qualité de prébiotiques. Et vous avez effectivement les oligosaccharides, donc ces prébiotiques, qui sont le troisième composant le plus répandu dans le lait maternel après le lactose et les lipides. Donc vous avez quand même un taux important de prébiotiques dans le lait maternel et vous imaginez un petit peu l'impact très positif sur le microbiote intestinal des enfants qui sont allaités au sein. Alors, il y a plusieurs classes d'oligosaccharides et les pédiatres connaissent très bien finalement les HMO, les Human Milk Oligosaccharides, donc on retrouve dans le lait maternel, et que pour certains de ces oligosaccharides, les industriels arrivent quand même à synthétiser des équivalents qu'ils incorporent dans les formules infantiles destinées à l'alimentation de l'enfant. Alors, ce sont des sucres qui ne sont pas hydrolysés par les enzymes digestives, qui ne sont pas assimilés au niveau de l'intestin grêle, mais qui ont un rôle essentiellement au niveau de la lumière intestinale en lien justement avec ce microbiote intestinal. Alors, leurs effets, ils favorisent sélectivement la croissance de microbes bénéfiques dans l'intestin, tels que les bifidobactéries et les lactobacilles, sont fermentés et produisent, comme je vous ai dit, les acides gras à chaîne courte. Pour le lait maternel, sont naturellement présents. Il y aurait plus de 200 types d'oligosaccharides. Et comme propriété spécifique des HMO, donc les Human Milk Oligosaccharides, c'est qu'ils préviennent l'adhésion de pathogènes, influencent le microbiote intestinal, impactent le système immunitaire et la santé des nourrissons. Et donc, quand on parle d'allergie, vous avez quand même aussi un moyen finalement pour prévenir, voire de réduire les manifestations allergiques chez les enfants qui sont allaités au sein. Alors, on va voir quelques travaux qui ont montré finalement la place des probiotiques et des prébiotiques via bien sûr la modulation du microbiote sur l'allergie en général, côté prévention et côté bien sûr traitement. Et quand on parle de traitement en matière d'allergie, c'est beaucoup plus l'induction de tolérance. Alors finalement, ces prébiotiques, probiotiques vont agir, on le conçoit, sur cette dysbiose pour rétablir cet équilibre, pour favoriser finalement les bonnes bactéries ou le développement de bonnes bactéries qui vont finalement freiner cette inflammation et l'inflammation allergique en particulier. Alors les probiotiques, ça c'est juste pour rappeler leur mécanisme d'action ou l'essentiel de leur action. Donc finalement, ils assurent cet équilibre entre les réponses TH1 et TH2, ils suppriment les cellules TH7, ils favorisent le développement de cellules dendritiques, tolérogènes et des cellules T régulatrices. Les probiotiques influencent la maturation de la barrière intestinale et équilibrent la réponse immunitaire, favorisent le développement donc, de cellules T régulatrices importantes pour la tolérance immunitaire. Je vous ai parlé de l'alimentation comme aussi un autre moyen pour moduler le microbiote intestinal et effectivement un régime alimentaire de type occidental qui serait riche en graisse, pauvre en fibres, peut modifier la composition des espèces microbiennes intestinales et vous avez donc une prédisposition beaucoup plus importante à développer des maladies immunitaires et tout particulièrement allergiques. Les régimes faibles en fibres sont associés aux maladies allergiques selon des études observationnelles, donc comme quoi finalement la qualité de l'alimentation qui impacte le développement de ce genre de maladies. Les prébiotiques favorisent la croissance sélective de micro-organismes bénéfiques, ça a été prouvé aussi dans beaucoup d'études. Ils sont naturellement présents dans les aliments tels que les céréales, les fruits, les légumes. Et je fais le lien avec justement ces enfants d'origine burkinabèse qui auraient justement un microbiote un peu particulier avec moins d'inflammation de type allergique. Le lait maternel, donc via les HMO, ça aussi, ça a été prouvé par plusieurs études. Il est associé à un microbiote intestinal qui est enrichi chez les nourrissons allaités, bien diversifié. Et donc, les enfants normalement allaités sains sont protégés en quelque sorte contre le développement de maladies immunitaires. La structure variée des HMO est influencée par des facteurs maternels. En tout cas, c'est un détail comme quoi les mamans ne sont pas égales, on va dire, devant cette production d'HMO au niveau de leur lait. Donc, le lait maternel est différent finalement et dépend un petit peu aussi de la génétique.
Alors, bien que des effets bénéfiques de probiotiques et prébiotiques aient été observés dans des modèles animaux, on va voir quelques exemples d'études justement, les études chez l'homme fournissent des résultats parfois contradictoires, c'est-à-dire on n'est pas vraiment sûr à chaque fois que la modulation du microbiote peut impacter positivement ce développement ou ce risque de développement de l'allergie ou sa sévérité. Alors, des méta-analyses quand même ont mis en évidence le rôle potentiel des probiotiques dans la prévention de l'eczéma et l'enfant. Donc, à chaque fois, c'est cet eczéma atopique qu'on a peut-être exploré plus et qui pourrait bénéficier finalement, que ce soit de la prévention ou de traitement, en utilisant finalement ces modulateurs de microbiote intestinal. Alors, vous avez ici un travail qui est relativement ancien, qui montre la place des probiotiques dans la prévention de l'allergie. Et vous allez quand même constater que ce germe, cette bactérie en particulier, il ressort à chaque fois dans la modulation du microbiote quand il s'agit de problèmes allergiques, donc le lactobacille GG. Et là, effectivement, on a remarqué que les enfants qui ont été supplémentés, on va dire, par cette bactérie auraient une incidence cumulée, enfin c'est les 2 premières années par rapport à la dermatite atopique qui est beaucoup plus moindre. Comme quoi, le fait de proposer ce probiotique pourrait justement impacter positivement le microbiote intestinal et éviter finalement le développement de dermatite atopique. Là, vous avez justement une méta-analyse, juste pour la résumer. Donc, elle a inclus plusieurs études qui se sont intéressées à la prévention de maladies allergiques par l'utilisation des probiotiques. Et cette méta-analyse serait favorable à l'utilisation des probiotiques pour finalement prévenir les maladies allergiques en général. Une autre étude qui est quand même assez importante, qui a essayé d'évaluer le rôle des probiotiques sur la prévention de maladies allergiques de type IgE jusqu'à l'âge de 5 ans. Et on a pu montrer, grâce à ce travail, que les enfants, enfin, l'intérêt finalement des probiotiques serait plus palpable chez les enfants qui sont nés par césarienne, comparé à des enfants qui sont nés par voie basse. C'est-à-dire, quand on supplémente les enfants qui sont nés par césarienne avec les probiotiques, on pourrait espérer réduire l'incidence de l'allergie et donc on va prévenir en quelque sorte, on le sait maintenant, les enfants qui sont nés par césarienne ont plus de risques de développer de maladies allergiques. Mais le fait de les supplémenter en probiotiques, ça permet finalement de réduire l'incidence des maladies allergiques et tout particulièrement les allergies de type IgE, donc ils font moins de réactions cutanées et tout particulièrement moins d'eczéma médié par les IgE. Un autre travail sur la prévention de l'allergie, tout particulièrement de l'eczéma, avec l'utilisation, cette fois-ci, de prébiotiques. Bien que c'est un travail ancien, mais on voit quand même l'intérêt de les supplémenter en GO-CFOS, donc les galacto-oligosaccharides, les fructo-oligosaccharides, comparé à un lait, on va dire, qui ne contient que de la dextrine maltose. Et vous voyez quand même que les enfants qui ont reçu une formule standard ont plus de risques de faire de la dermatite atopique que les enfants qui ont reçu des formules enrichies en oligosaccharides et donc en prébiotiques. La même chose, vous avez ici l'incidence cumulée chez les enfants. Enfin, on a comparé aussi des enfants qui vont recevoir une formule standard avec des enfants qui sont allaités au sein et des enfants qui ont une formule enrichie avec des prébiotiques. Et l'on voit que le nombre, en tout cas, d'enfants qui ne vont pas faire de dermatite atopique, il est plus important dans le groupe des enfants qui étaient allaités au sein ou les enfants qui étaient supplémentés, on va dire, en prébiotiques. Et là, vous avez aussi l'impact des probiotiques sur l'incidence, on va dire, générale de toutes les maladies allergiques. Et là aussi, c'est un travail qui montre l'intérêt de l'utilisation des prébiotiques dans la prévention de l'allergie durant les 5 premières années de la vie. Alors, un travail plus récent qui a analysé aussi l'utilisation en période périnatale de probiotiques, prébiotiques et symbiotiques et leur place justement dans la prévention de maladies allergiques. Et en conclusion, finalement, donc, pour ce travail, les probiotiques commençaient au cours du 3e trimestre de la grossesse, c'est-à-dire qu'on pourrait commencer aussi la supplémentation en probiotiques déjà pendant la période de gestation. Alors, les probiotiques commençaient au cours du 3e trimestre de la grossesse et poursuivis pendant les 3 premiers mois de la vie, avec une dose quand même qui est bien définie, permettent de réduire l'incidence de la dermatite atopique chez l'enfant. Donc, on a intérêt peut-être, ne serait-ce que c'est chez les enfants qui ont une prédisposition
génétique à développer de la dermatite atopique ou de maladies allergiques, on pourrait justement espérer un bénéfice de l'utilisation des probiotiques. Il n'y a pas d'effet protecteur constant sur le développement de maladies respiratoires allergiques sensibles allergiques, donc on ne va pas impacter peut-être toutes les maladies allergiques, mais par rapport à la dermatite atopique, il y a très probablement un intérêt. Et puis l'ajout de prébiotiques, autres que ceux issus du lait maternel, ne sont pas apportés de protection supplémentaire, comme quoi finalement il y a une supériorité de lait maternel et ces prébiotiques en particulier. Alors les probiotiques ont été aussi utilisés pour apparemment le traitement, c'est-à-dire on va essayer de moduler ce microbiote chez des enfants qui ont déjà de l'allergie et espérer soit guérir ces enfants, soit réduire l'intensité des manifestations allergiques. Il y a un travail, bien que ancien, qui montre l'intérêt justement de la supplémentation en bifidobactéries B12 ou en lactobacilles GG, d'une part justement sur la sévérité de la dermatite atopique après une supplémentation de 2 mois. Vous voyez quand même la différence, elle est nettement visible entre les enfants qui ont reçu cette supplémentation par rapport aux enfants qui n'en ont pas reçu. Et puis vous avez ce travail intéressant de l'accélération de l'acquisition de la tolérance. Vous le savez tous, pour ce qui est de l'allergie au lait de vache, c'est une allergie pour la plupart des enfants qui est transitoire. En général, on propose au moins 6 mois de régime sans lait de vache et on tente la réintroduction vers l'âge de entre 9 mois et 1 an. Ça va dépendre un petit peu de la sévérité de l'allergie, de son mécanisme, mais c'est-à-dire que la plupart des enfants vont retrouver sa tolérance vis-à-vis du lait de vache aux alentours, on va dire, de l'âge de 1 an ou entre 1 an et 1 an et demi. Et il se trouve que la supplémentation en certains probiotiques peut justement accélérer l'acquisition de la tolérance, c'est-à-dire au lieu que ça soit 12 mois ou 9 mois, ça peut être une durée moindre et on pourrait justement tenter de réintroduire plus précocement le lait de vache, chose qui a été démontrée par ce travail de Bernard Canini, où vous avez donc des enfants qui ont ici reçu un hydrolysat simple, donc un hydrolysat de protéines de lait de vache pour allergie au lait de vache, et les enfants qui vont recevoir un hydrolysat qui est supplémenté en LGG, en Lactobacillus rhamnosus GG. Et donc, on a vérifié l'acquisition de la tolérance après 6 mois, justement, de régime sans PLV. Et là, on constate qu'il s'agisse d'allergie IgE-médiée ou d'allergie non IgE-médiée, peu importe le mécanisme. Le fait d'ajouter finalement de LGG, ça va augmenter le nombre d'enfants qui vont acquérir la tolérance, on va dire, plus rapidement. La même chose à 12 mois, on voit que la différence elle est relativement nette, elle est bien nette, comme quoi finalement le LGG peut accélérer l'acquisition de la tolérance. Donc il permet en quelque sorte de guérir l'allergie, si on ose parler de guérison d'allergie. On a même comparé dans un autre travail du même auteur les enfants qui vont recevoir une formule d'hydrolysat de PLV supplémentée avec LGG avec des enfants qui vont recevoir les autres formules qu'on propose d'habitude pour les enfants allergiques, qu'il s'agisse d'hydrolysat simple ou d'hydrolysat de riz ou de lait à base de protéines de soja ou de lait à base d'acides aminés. Certes, on va éviter les protéines de lait de vache et donc on va guérir l'allergie, en quelque sorte, les manifestations allergiques, mais le fait de proposer un lait qui est en plus supplémenté en LGG, vous avez donc une acquisition de la tolérance qui est beaucoup plus rapide que chez les enfants qui vont recevoir un hydrolysat simple ou même une formule à base d'acides aminés ou là les autres alternatives, on va dire, pour les enfants allergiques au lait de vache. Là, vous avez un autre travail qui va aussi dans le sens de l'intérêt éventuellement des probiotiques dans le traitement carrément de l'allergie chez les patients allergiques. Pour vous donner juste la conclusion. Alors, les preuves disponibles montrent une certitude modérée que l'utilisation de probiotiques peut soulager les symptômes des enfants allergiques au lait de vache. Donc, nous avons quand même au moins un impact sur la sévérité, on va dire, des symptômes. Bon, il y a une faible certitude que les probiotiques peuvent induire une tolérance chez les enfants allergiques, d'après justement cette étude. Mais bon, d'autres études certainement sont nécessaires pour pouvoir finalement trancher et démontrer ce rôle des probiotiques. Et l'administration tout particulièrement de cette bactérie, de Lactobacillus GG, accélère très probablement, selon ce travail, l'acquisition de la tolérance chez les nourrissons qui sont allergiques aux protéines de lait de vache. Donc, il y a toujours intérêt probablement
à supplémenter peut-être ces enfants pour accélérer l'acquisition de la tolérance. Un autre travail assez intéressant sur les enfants qui bénéficient, vous le savez certainement, pour ce qui est de l'induction de tolérance, on la propose chez les enfants qui ont des allergies qui ont tendance à persister. L'idée est de finalement soit guérir l'allergie, soit augmenter ce qu'on appelle la dose réactogène, donc la dose à partir de laquelle l'enfant réagit justement à l'ingestion de l'aliment. Et là, vous avez justement un travail chez des enfants qui ont bénéficié de cette induction de tolérance vis-à-vis de l'arachide. Et on a fait deux groupes, un groupe qui va suivre l'induction de tolérance classique et un autre groupe qui va être en plus supplémenté par des probiotiques. Et il paraît finalement que les enfants qui ont bénéficié de cette immunothérapie vis-à-vis de l'arachide et qui ont en plus reçu des probiotiques auraient tendance justement à pérenniser leur tolérance. Parce que le souci avec l'arachide en particulier, à la différence des autres aliments, c'est qu'on ne le consomme pas tous les jours. Les enfants peuvent sauter leur prise quotidienne qui est recommandée pour maintenir la tolérance. Alors s'ils ne prennent pas régulièrement l'arachide, tous les jours quelques cacahuètes, ils risquent de perdre le bénéfice justement de l'induction de tolérance. Mais le fait de le supplémenter en probiotiques, ça aide à maintenir cette tolérance, même s'ils ne prennent pas quotidiennement, on va dire, cet allergène. Et donc finalement, les probiotiques permettent justement de garder ou de maintenir cette tolérance vis-à-vis de l'allergène en question. Donc, en quoi, là aussi, on a la preuve de l'intérêt de la supplémentation en probiotiques chez les enfants chez qui on a essayé ou on a initié une induction de tolérance, chose que j'essaye de faire aussi avec mes patients. J'ai eu pas mal d'enfants chez qui j'ai prescrit des probiotiques et tout particulièrement à base de LGG. Et là, on constate quand même qu'il y a un intérêt, un bénéfice justement pour maintenir ou pour accélérer l'acquisition de la tolérance. Alors, des travaux relativement plus récents, justement sur des modèles animaux pour illustrer aussi l'intérêt de la modulation finalement de microbiote sur un certain nombre d'allergies. Alors là, pour l'allergie au lait de vache, vous avez ces trois travaux que j'ai trouvé quand même assez intéressants. Vous avez l'intérêt d'une supplémentation en cette bactérie, le Lactobacillus plantarum HM22, qui a permis d'améliorer les marqueurs d'inflammation et le microbiote intestinal dans un modèle murin, donc un modèle de souris, en augmentant finalement les cytokines tolérogènes et en réduisant les IgE totales et l'IL4 en particulier. Donc là, c'est un petit peu le modèle expérimental qui a été utilisé chez ces souris, en injectant finalement en intrapéritonéal cette bactérie qui a un potentiel anti-inflammatoire. Et on a pu finalement suivre justement ces souris et l'intérêt finalement de l'administration de ce probiotique qui donc finalement améliore la fonction barrière intestinale, module le système immunitaire avec une augmentation de cytokines tolérogènes comme l'IL4, l'IL10 et TGF-bêta. Il y a un changement dans la composition de microbiote intestinal des souris qui ont été supplémentées par cette bactérie avec une augmentation de bactéroïdèse et une diminution des firmicutes. Donc, c'est en faveur justement de la réduction de l'inflammation allergique. Et on a même analysé histologiquement par la suite l'intestin de ces souris. Et il paraît justement que les structures des cryptes intestinales ont été modifiées avec justement une intégrité un peu plus importante, on va dire, de la barrière intestinale. Donc finalement, nous avons une piste aussi pour espérer peut-être améliorer l'allergie au lait de vache ou même guérir l'allergie au lait de vache, probablement dans des études qui vont venir ultérieurement. Un autre travail à l'échelle cellulaire et la place tout particulièrement de cette bactérie, son intérêt dans la modulation de la réponse immunitaire et tout particulièrement de la voie Toll-like receptor 4 avec la voie de la NF-κB et l'expression de micro-ARN 14S, c'est-à-dire qu'on a finalement partie vérifiée à l'échelle cellulaire et des macrophages en particulier, des macrophages qui étaient sensibilisés à la bêta-lactoglobuline et il paraît justement, juste pour vous dire un peu la conclusion, que le fait d'ajouter ces bactéries, ce Lactobacillus acidifidus KLDis, donc il y a quand même une souche un peu spécifique, ça va finalement réduire la réponse immunitaire du macrophage
et réduire finalement l'inflammation qui en découle. Donc là, c'est vraiment à l'échelle cellulaire et l'on voit l'intérêt finalement de ce probiotique dans l'allergie finalement au lait de vache. Et donc, vous avez cette réduction de l'inflammation, vous avez effectivement donc, beaucoup de paramètres pro-inflammatoires qui seraient réduits grâce à l'exposition, on va dire, de ces macrophages à cette bactérie. Alors, je vous fais grâce de détails. Alors, finalement, donc ce lactobacille acidophilus, qui est un traitement qui ressemble aux inhibiteurs de TLR4, c'est-à-dire qu'il arrive quand même à inhiber ces toll-like récepteurs qui seraient un petit peu les initiateurs, si vous voulez, de la réaction inflammatoire. Et le fait finalement de proposer ces probiotiques va freiner cette voie qui passe finalement par ces récepteurs TLR4. Alors puis, un dernier travail qui a montré, qui a évalué un petit peu l'intérêt d'un lactobacillus sur la régulation, là aussi, du microbiote dans un modèle de sensibilisation à la bêta-lactoglobuline et de la production des IgE spécifiques et des symptômes de l'anaphylaxie. Et là aussi, on a pu justement, grâce à ce travail, montrer l'intérêt tout particulièrement du LGG dans la réduction de score de l'anaphylaxie, comme quoi le fait de supplémenter en probiotiques, ça réduit les symptômes ou la sévérité de l'allergie. Et vous avez effectivement là aussi les paramètres biologiques, le taux des IgE en fait, qui va être réduit grâce finalement à la supplémentation en ces souches de lactobacilles. Donc finalement, les souches de lactobacilles, selon cette étude, favorisent la différenciation des cellules T auxiliaires en cellules TH1. Et donc, ça freine un petit peu la voie TH2, donc la voie de l'allergie. Et que ces probiotiques améliorent la fonction barrière intestinale via la régulation des jonctions serrées. Donc, ça réduit la perméabilité intestinale. Ça module le microbiote altéré aussi par les allergies. Donc, on voit finalement l'intérêt de supplémentation et l'impact sur l'allergie et qu'on peut finalement guérir, voire améliorer, comme je vous ai dit, les symptômes de l'allergie. Et donc, ces résultats qui indiquent que les souches de lactobacilles pourraient être utilisées pour traiter efficacement des allergies alimentaires en agissant finalement sur l'immunité et le microbiote intestinal. Bon, il y a des études aussi équivalentes pour des modèles d'allergie à l'œuf avec d'autres probiotiques qui ont été testés. Vous avez ici le Bifidobacterium longum dans l'allergie à l'œuf qui permet de réduire le niveau d'IgE spécifique et l'inflammation intestinale dans un modèle là aussi murin, enfin animal, d'allergie à l'ovalbumine. Vous avez ce Lactobacillus plantarium qui a diminué aussi les manifestations allergiques dans un modèle similaire. Et donc, vous avez quand même beaucoup d'études qui sont en cours et vous voyez à chaque fois qu'il y a un intérêt à utiliser peut-être des probiotiques, moduler le microbiote intestinal à des fins finalement thérapeutiques. La même chose dans un modèle d'allergie aux fruits de mer et le rôle tout particulièrement de ce germe, le Bacillus coagulans. Alors, je dirais pour conclure qu'il n'y a pas vraiment de recommandations internationales pour l'utilisation des préprobiotiques dans l'allergie, mais il y a beaucoup de travaux, beaucoup d'essais, donc justement dans ce sens. Et l'on voit à chaque fois qu'il y a intérêt à moduler le microbiote, intérêt à supplémenter en pro et prébiotiques, qu'il y a certains rôles préventifs potentiels chez les groupes à risque, notamment les enfants qui sont nés par césarienne. Donc, il faut peut-être encourager la prescription de probiotiques chez les enfants qui sont nés par césarienne. On pourrait espérer réduire le risque de développer de l'allergie par la suite. Il y a une contribution même, comme on vient de le voir, à l'acquisition de la tolérance, notamment pour l'allergie au PLV et l'allergie à l'arachide, voire même l'allergie à l'œuf et le fruit de mer, donc selon les modèles humains ou animaux, comme quoi on pourrait finalement guérir aussi ou accélérer l'acquisition de la tolérance en proposant des probiotiques. Il y a donc ce rôle crucial finalement, juste pour synthétiser, du microbiote qui joue un rôle déterminant finalement dans la maturation et la fonction du système immunitaire. En matière de prévention des allergies, la modulation du microbiote par des probiotiques, prébiotiques, symbiotiques montre un potentiel qui est prometteur pour la prévention primaire des allergies, notamment, comme je vous ai dit, en renforçant les barrières intestinales et immunitaires.
un rôle aussi en potentiel même curatif des probiotiques, des interventions qui ciblent les microbiotes qui peuvent aider à contrôler, comme on vient de le voir, potentiellement et même guérir même certaines allergies existantes. Il y a l'implication, certes, pour les traitements futurs. Les approches thérapeutiques qui vont intégrer la modulation des microbiotes vont certainement offrir de nouvelles pistes thérapeutiques pour personnaliser, comme ça a été rappelé, la prise en charge des allergies. Et il est donc finalement essentiel de poursuivre les recherches pour optimiser les formulations produits, c'est-à-dire qu'on n'a pas on va dire de recettes à proposer pour tous les enfants allergiques, pour n'importe quel type d'allergie, mais on a quand même des prémices, on va dire, pour le développement probablement de stratégies, on va dire, futures qui pourraient accélérer l'acquisition de la tolérance, qui pourraient améliorer les symptômes chez les enfants allergiques, voire même guérir certaines allergies.